Donc aujourd'hui, nous allons regarder les réactions chimiques en chimie. Donc ça, c'est un concept de 10e année. Donc ceux qui font de la chimie, c'est la 2e année ici, ils sont des élèves d'à peu près 16 ans. Et puis on va regarder les grandes réactions chimiques que nous avons. Juste pour les mentionner rapidement, il y a des réactions de synthèse et de décomposition. Il y a des réactions de déplacement simple et double. Et l'autre chose, je vais parler un peu de combustion et de galvanisation aujourd'hui. Bonjour, chef Raphaël, je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Voyons voir si le son fonctionne bien, c'est fantastique. Donc, nous avons une émission aujourd'hui. Et bien sûr, tout au long de l'émission, si vous avez des questions, mettez dans la section de l'abordage, comme ça je vais ajouter des choses. Donc, nous allons parler de réactions cette semaine parce que je faisais du tutorat cette semaine et c'est des questions qui sont revenues souvent. Et donc, nous allons en regarder quelques-uns. Les premiers types de réactions qu'on va regarder sont des réactions de synthèse. Une réaction de synthèse, c'est lorsque nous avons soit un élément et un composé ou deux petits regroupements qui vont ensemble pour former une molécule beaucoup plus grosse. Donc, lorsqu'on regarde quelque chose assez rapidement, c'est comme si on avait deux parties qui vont en donner une plus grande. Donc, un peu parallèle, on peut penser à la photosynthèse. La photosynthèse, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a de l'eau et du dioxyde de carbone qui sont des molécules très petites qui vont former le glucose, qui est une plus grosse molécule. Donc, c'est pour ça qu'on dit la photosynthèse, où on a la source d'énergie qui est la lumière. Donc, si on regarde quelques exemples de réactions, voyons voir, d'équations de synthèse. Par exemple, si nous avons, c'est un gaz, lorsque nous avons du fer, le fer qui va avec l'oxygène, lorsqu'il y a de l'eau qui permet d'accélérer la réaction, nous avons de la rouille. Qu'est-ce que c'est de la rouille? Alors, un des composés, c'est Fe2O3 comme ceci, c'est un solide. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un solide qui est gris, plus l'oxygène, qui nous donne un oxyde de fer, qui est un autre solide, et que celui-ci est orangé-brun. On sait que c'est une réaction chimique parce qu'il y a une nouvelle substance qui a été créée. Ici, on a une nouvelle substance et on sait qu'elle est nouvelle parce qu'il y a un changement de couleur. Un autre exemple, s'il y a une réaction chimique, il peut y avoir un changement de température. Il peut aussi y avoir la création de, lorsqu'on va parler tout à l'heure des réactions de déplacement double, il peut y avoir la création d'un précipité différent. Vous allez voir. Très bien. Donc ici, on a une réaction de synthèse. Maintenant, une chose que nous allons regarder aujourd'hui, c'est que quelquefois, il faut équilibrer les équations. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Si nous avons un atome de fer ici, de l'autre côté, dans notre oxyde de fer, il y a deux atomes de fer. Ça veut dire que, parce qu'on ne peut pas créer de la matière ou la faire disparaître, on a besoin de deux atomes de fer pour être ici. Chose intéressante, nous avons 3 oxygènes ici, mais les oxygènes viennent en paires seulement. Donc, nous avons donc ici une décision à faire. On doit penser à ce moment-là qu'il y a 2 molécules d'oxyde de fer, donc 2 fois 3 oxygènes fait 6. On a donc un coefficient qui sera 3. Parce que 3 fois 2 oxygènes va donner 6 oxygènes, donc la quantité d'oxygène est semblable. Par contre, puisqu'on a eu ici un nouveau coefficient de fer, on a 2 fois 2 atomes de fer, donc on a 4 atomes de fer ici. Donc notre coefficient initial doit maintenant être 4. Donc lorsqu'on équilibre des équations, c'est un peu d'essai et erreur et on finit par devenir de mieux en mieux, le plus on le fait. Donc c'est intéressant. Donc voyons voir d'autres exemples de synthèse. Donc par exemple,
On a eu notre vaisseau, c'est la mission Artemis qui est allée dans l'espace. Nous avions du gaz qui était l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide. Ceci, on a une réaction qui nous donne de l'eau qui est gazeux plus énergie. Maintenant, comme nous avons vu tout à l'heure, cette équation n'est pas équilibrée parce que l'on a 2 oxygènes ici et seulement un là. Ça veut dire que nous allons avoir 2 molécules d'eau et ça veut dire qu'on doit avoir, voyons voir si je peux changer de couleur, on aura 2 molécules d'hydrogène ici qui nous donnent 4 atomes d'hydrogène. On en a 4, donc ça c'est équilibré. Pourquoi c'est une synthèse? C'est qu'on a ici 2 molécules qui vont en former seulement une. Et ça, c'est la règle ici. Je vais chercher un bouchon, je reviens. Donc, celui-ci était tombé. Oups, il y a un instant. Voyons voir si on peut trouver d'autres exemples. Un autre exemple, c'est le procédé Haber. Donc, le procédé Haber est utilisé lorsqu'on a réussi industriellement à produire de l'ammoniac. L'ammoniac est utilisé soit pour les engrais chimiques ou pour les nettoyeurs. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On utilise de l'azote gazeux qui est de notre atmosphère. On l'ajoute avec de l'hydrogène. Et ceci, NH, c'est NH4, n'est-ce pas? Non, c'est NH3, comme cela. Très bien. Fantastique. Donc ici, on se retrouve, et ça ici, qu'est-ce que ça nous donne comme produit? Alors ça, c'est une bonne question, j'ai oublié de l'indiquer. Ça, c'est toujours quelque chose à considérer. Moi, j'aime bien être précis. Ça donne aussi des gaz. Très bien. Donc, ce procédé Haber nous permet de pouvoir créer des engrais et des nettoyeurs en industrie. Quelques personnes vont dire, oui, mais est-ce qu'on peut le faire de façon naturelle? Bien sûr, il y a des bactéries dans les sols qui nous permettent de faire cela. Par contre, avec la surproduction de l'agriculture, de façon à ce que l'on puisse maximiser les rendements, on essaie d'accélérer les choses. Je sais que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon, c'est pour ça que la nourriture bio est très bonne pour nous et ça nous permet de garder en tête qu'on veut s'occuper à long terme des terres agricoles. Alors voilà, donc ici on a 3 hydrogènes, donc ici nous allons avoir besoin de 2 molécules, comme ça nous en avons 3. Parfait. Ici, 2 azotes et 2 azotes, ça fonctionne bien. On appelle ça le procédé Haber. Alors, certains procédés sont naturels, comme ici la rouille, d'autres sont faits en industrie. Voyons voir si on peut en trouver d'autres intéressants. Je vais en mentionner un autre qui est toujours utile, et c'est l'aluminium, tiens. Vous savez, lorsqu'on boit des boissons gazeuses, on a des canettes d'aluminium. L'aluminium est un matériel qui est très stable, mais qui s'oxyde rapidement. Donc ici, oxygène, comme ceci, avec un gaz. Al2O3, solide. Maintenant, je sais qu'au Québec, il y a un pont qui est fait en aluminium seulement, et certaines personnes vont dire, oui, mais l'aluminium, c'est bon, mais ce n'est pas très, très rigide, et ça peut peut-être se briser. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, c'est qu'en contact de l'oxygène, il y a une petite pellicule qui se fait à l'extérieur, qui est l'oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium est un solide, et chose intéressante, ce solide, c'est un peu dans la même famille des céramiques. C'est beaucoup plus solide et résistant que l'aluminium, donc l'aluminium est protégé. Et ça, c'est à l'inverse du fait que si on a un métal, comme le fer, en contact avec l'oxygène, un peu le même style, nous avons de la rouille, mais nous savons que la rouille a tendance à effriter notre matériel. Donc, si on a des ponts faits de fer, il y a le pont à Québec qui rouille et qui, si on ne fait pas attention, il peut s'effriter et finir par tomber ou avoir des réparations qui vont coûter très cher. Si on va à Paris, le fer, bien sûr, de la Tour Eiffel, c'est le même principe. Le fer et l'oxygène ne sont pas les meilleurs amis lorsqu'ils forment de la rouille.
Par contre, l'aluminium et l'oxygène, c'est une excellente réaction parce que l'oxyde d'aluminium est un composé qui est plus solide que le métal qu'il y a initialement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des réactions de synthèse. On a deux petites molécules qui en forment une plus grosse et on peut utiliser celle-ci. Alors, si pour l'instant vous avez des questions qui se rapportent aux sciences ou une question de clarification, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions tout au long de cette émission. Et nous allons prendre dans un instant, on va regarder des réactions de décomposition. Lorsqu'on a une réaction de décomposition comme celle-ci, on a une grosse molécule ou quelque chose qui est plus gros comme matière, comme substance, et qui va se diviser en parties plus petites. Un exemple de cela, c'est l'eau, bien sûr. Donc, on va reprendre une réaction inverse de tout à l'heure. Si nous avons de l'eau comme ceci, qui est gazeux, on peut obtenir liquide et de l'oxygène gazeux comme cela. Très bien. Donc, lorsqu'on utilise l'électrolyse, on peut prendre de l'eau liquide comme ceci, passer l'électricité et diviser en hydrogène et d'oxygène notre molécule d'eau. Bien sûr, il faut bien sûr équilibrer celle-ci. On peut voir qu'on a besoin ici et comme ça. Puisque l'oxygène vient en paire, on a besoin de 2 oxygènes ici, qui nous fait un total de 4 hydrogènes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 2 molécules de gaz d'hydrogène. Et chose intéressante, ici, on a besoin d'ajouter de l'énergie pour faire cela. Donc, ceci est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir on peut prendre par exemple l'énergie solaire pour créer de l'hydrogène et celle-ci nous permet de pouvoir faire du carburant. C'est une des raisons pourquoi que si on fait de l'exploration spatiale, souvent, on essaie de voir est-ce qu'il y a de l'eau. Parce que s'il y a de l'eau, on peut utiliser soit de l'énergie, soit nucléaire, de batterie, l'énergie solaire pour diviser ceux-ci. Parce que ça, c'est important parce que l'hydrogène et l'oxygène nous permettent de faire plus de chaleur. Donc, si on a des humains qui vont sur la Lune, par exemple, il faut s'assurer qu'il y ait de la chaleur. Deuxièmement, nous avons besoin d'oxygène pour pouvoir vivre comme personne. Et bien sûr, si on a des plantes et même les humains, on a besoin d'eau pour pouvoir survivre. Donc, l'eau est une de ces particules très, très importantes ici, lorsqu'on fait l'exploration spatiale. Et ça, c'est un exemple de décomposition. Un autre exemple, c'est la dynamite. Donc, souvent, on appelle ça le TNT. Et voyons voir quelle est la molécule et je vais équilibrer cette équation maintenant. Donc, on va regarder le TNT maintenant. TNT. Est-ce qu'on peut voir ça? Oui. Donc, c'est 2 C7 H5 N3 O6 solide. Et ça va nous donner 3N carré gaz plus 5 H2O gaz plus 7 monoxyde de carbone gaz plus 7 atomes de carbone solide comme ceci plus énergie. Très bien. Alors, lorsqu'on a le TNT, chose intéressante, nous savons qu'on a des explosions. Si on est pour faire de l'ingénierie civile et on fait des constructions de nouveaux réseaux, les chemins, les tunnels, les voies ferrées, on utilise les explosifs pour pouvoir le faire. Donc, ce qui est intéressant avec le TNT, c'est une énorme molécule qui contient du carbone, de l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Et lorsqu'on lui donne un petit peu d'énergie, chose qui arrive, c'est qu'il y a une décomposition. On peut voir que cette grosse molécule est divisée en 4 composants différents. On a l'azote qui est gazeux, l'eau gazeux, monoxyde de carbone et ici le carbone qui est en forme solide. Alors, pourquoi est-ce que le TNT va exploser? C'est qu'on a un petit volume qui est peut-être gros comme mes 2 points,
Mais lorsqu'il y a un petit peu d'énergie, ceci va partir de niveau solide à gazeux surtout, et nous savons que le gaz prend beaucoup plus d'expansion, ou à un volume beaucoup plus grand que les solides. Et c'est pour ça que ça crée les explosions. On a un petit espace qui veut grandir, et donc s'il y a quelque chose dans le chemin, que ce soit l'eau, que ce soit d'autres roches, si on veut faire un tunnel par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Cette expansion va faire exploser les roches ou l'eau, et ça nous permet de pouvoir faire différentes choses. Ça, c'est un autre exemple de réaction de décomposition. Le prochain type de réaction qu'on va regarder, ce sont les déplacements simples, et on regarde ça dans un instant. Et entre-temps, bien sûr, si vous avez des questions à caractère scientifique, des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage ici. Donc ici, j'ai une réaction de déplacement simple. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a ici un élément, habituellement c'est un métal, qui est mis dans une solution qui est aqueuse. Donc c'est une solution qui est liquide, c'est souvent un solide dissous dans l'eau. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a un changement ici, parce que les éléments ont une certaine réactivité qui peut être différente. Par exemple, si moi je prends, voyons voir, tiens, si je mets une roche comme ceci dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la roche ne se dissolvera pas. Pourquoi? La raison est que on a un solide qui, dans l'eau, il n'y a aucune réaction. Par contre, lorsqu'on met, par exemple, il y a certains médicaments pour les maux ici d'estomac, et lorsqu'on les met les petites pastilles d'Alka-Seltzer, par exemple, dans l'eau, celle-ci va commencer à bouillonner. Il y a une réaction avec l'eau. Donc, on a ici certaines matières qui réagissent avec l'eau et d'autres matières qui ne réagissent pas avec l'eau. Par exemple, le plastique réagit très peu avec son environnement. C'est pour ça qu'on est pris avec ça dans l'environnement. Mais lorsqu'on a un métal qui est ici dans un contact avec une autre solution, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la réactivité de cet élément est beaucoup plus grande que celui-ci. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il y aura un échange. Ici, nous avons ce métal, il y aura un changement d'électrons. Le A ici va aller avec une des parties de la molécule et on se retrouve avec un élément qui est seul. On peut utiliser ceci, par exemple, si on veut extraire certains métaux, par exemple, d'une solution. Peut-être que je vais en parler tout à l'heure. Alors ici, j'ai du fer. Et je vais vous montrer un exemple. Donc, j'ai fait un camp la semaine passée. Et voyons voir si on peut voir ça de près. Donc ici, nous avons, en bleu, c'était le sulfate de cuivre. J'ai mis en haut, je ne sais pas si on peut le voir, il y a un clou de fer. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le fer ici était un métal. Et lorsqu'il était en contact avec le sulfate de cuivre, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le métal ici, parce que j'ai mis un petit peu de sel dans le milieu ici, les ions de métal, de fer ici, sont entrés en compétition avec le cuivre à l'intérieur du sulfate de cuivre bleu. Et est-ce que vous pouvez voir ici, il y a ce petit métal rose qui est juste ici. Donc ce métal rose ici, qu'est-ce que c'est? C'est que le fer a pris la place du cuivre dans ce composé et on se retrouve avec le cuivre qui est seul, avec rien d'autre à faire que de se retrouver seul de forme cristalline ici. Donc on se retrouve avec des atomes de cuivre pur. Donc ça, c'est un exemple de réaction de déplacement simple. Nous avions le fer qui faisait partie du clou. Le sel ici dans l'eau permettait de pouvoir accélérer ici la formation d'ions de fer. Le fer a pris la place du cuivre dans le sulfate. Et le cuivre qui est ici se retrouve seul, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce petit métal rose qui est seul. Donc c'est une expérience qui est intéressante, et j'ai trouvé que c'est une façon qui montre très bien qu'est-ce que c'est une réaction de déplacement simple. J'essayais de trouver quelques exemples d'autres aussi. Je sais que on le fait quelquefois pour dissoudre certains métaux, de façon à ce qu'on puisse extraire des métaux spécifiques, surtout lorsqu'on fait la purification de métaux dans notre société. Voilà.
Très bien. Le prochain type de réaction que nous allons voir, c'est ce que j'appelle les réactions de déplacement double. Donc ça ici, c'est simple. Voyons voir qu'est-ce que c'est des réactions de déplacement double. Donc, je vais écrire ça ici, déplacement double, comme ceci. On a ici, est-ce qu'on peut bien voir? C'est un peu haut. Voilà. On a ici deux composés qui sont souvent dissous dans l'eau, deux composés qui sont aqueux. Et lorsqu'on les met ensemble, qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a un ion ici qui est plus agressif que l'autre ion. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cet ion va prendre la place de C ici et créer un nouveau composé qui sera AD, par exemple. Donc, la partie ici qui sera l'ion positif ira avec l'ion négatif ici. Et on se retrouve avec deux parties qui s'y restent, le C et le V. Donc, on a au début deux composés et il y a un échange à l'intérieur. C'est un peu comme si vous avez des amis quelquefois. On a ici deux amis qui ont chacun un jouet. Donc, deux amis A et C avec deux jouets B et D. Lorsqu'on les met ensemble dans la même chambre, ils vont jouer un peu. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, ils vont dire « Ah, j'ai envie de jouer avec ton jouet. » Donc, ils vont échanger le jouet. Donc, on se retrouve avec deux personnes avec des nouveaux jouets. Et les deux personnes sont très contentes. Donc, voyons voir si je peux regarder un exemple ici. Donc, ici, nous avons un exemple où nous avons deux substances qui sont aqueuses et que lorsqu'on les met ensemble, chose intéressante, ça forme ici un solide et une solution aqueuse. Donc, ça ici, les déplacements doubles, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a deux composés, ça nous permet de pouvoir former un solide. Et ce solide, on peut bien sûr l'extraire plus facilement. Donc, si on prend par exemple l'extraction de l'or dans certaines mines, on va utiliser des solutions de cyanure qui va dissoudre l'or. Donc, on se retrouve avec de l'or et le cyanure. Et l'idée, c'est que, est-ce que l'on peut retirer l'or que nous voulons? Souvent, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on va ajouter de zinc dans la solution de cyanure. Et qu'est-ce qui va arriver? Le zinc ira avec le composé et on se retrouve avec des particules d'or qui seront disponibles dans le bas de notre contenant. Une des choses qu'on utilise ici, par exemple, c'est que... Alors, un autre exemple, alors, quel est le mot? Coagulant. Coagulant. Alors, lorsqu'on veut purifier de l'eau, par exemple, si vous allez faire du camping ou s'il y a des personnes qui vont dans des endroits où l'eau n'est pas très bonne pour la consommation et on veut purifier l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre l'eau avec ces petites particules en suspension et on va mettre une solution qui est coagulante. Et cette solution, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des changements d'ions et on se retrouve avec l'agglomération de particules qui iront dans le bas du contenant. Ça permet de pouvoir purifier l'eau. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais une élève qui essayait de voir, alors c'était un type de noix qu'elle utilisait, donc elle partait surtout comment est-ce qu'on pourrait utiliser des matériaux non chimiques pour purifier l'eau, surtout lorsqu'on est dans des régions plus éloignées où on ne veut pas utiliser de produits chimiques. Et son idée, alors son hypothèse, c'était de prendre un certain type de noix. Et je ne me rappelle pas la noix qu'elle avait utilisée, mais lorsqu'elle broyait cette noix et qu'elle le mélangeait dans de l'eau qui avait comment on appelle ça, des argiles en suspension, il y avait coagulation et ça se précipitait dans le bas. Et ça, c'est intéressant. C'est une façon pour elle de trouver une façon qui était naturelle pour enlever les polluants. Et ça, c'est important parce que si on peut enlever les polluants, ça nous permet de pouvoir plus facilement purifier l'eau. On le fait bien sûr avec les coins. Lorsqu'on a des eaux usées dans une grande ville, souvent on a toutes sortes de
de produits qui se retrouvent en suspension et on ajoute souvent des produits chimiques qui permettent la précipitation de solides. Ceci peut enlever des métaux à l'intérieur de l'eau, ça peut enlever d'autres particules. Comme ça, on a un précipité dans le fond, on enlève la partie liquide du haut et on peut jeter cette partie solide avant de remettre l'eau dans l'eau qui a été traitée dans l'environnement. Donc, c'est quelque chose à considérer, bien sûr. Donc, le déplacement double avec cette idée de précipitation est très importante. Donc, nous allons regarder quelques petites réactions dans un instant. S'il y a bien sûr des questions de votre côté, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage et nous allons répondre à ceux-ci. Entre la prochaine type de réaction que nous allons regarder, on va regarder la combustion, vous allez voir. Donc, la prochaine équation qu'on va regarder, c'est la combustion. La combustion, c'est lorsqu'on a un matériel qui peut brûler en contact avec l'oxygène. Donc, on peut avoir ici, C8H18, ça vient de cette idée de isooctane. Donc, lorsqu'on met la composition générale pour l'essence qu'on met dans la voiture, nous savons qu'avec une petite étincelle et l'oxygène, nous avons de l'énergie qui est produite. Voilà, de l'énergie produite. Et on a deux produits. Le premier produit est le dioxyde de carbone et on a aussi de l'eau. Peut-être que vous avez regardé des fois lorsqu'on conduit derrière une autre voiture, on a des gouttes d'eau qui vont tomber du pot d'échappement. Très bien. Maintenant, la combustion est intéressante parce que on a ici une réaction qui est parfaite dans l'environnement. Et chose intéressante, on peut remarquer nos coefficients ici, de façon à ce qu'on ait une réaction qui est équilibrée. On a ici deux molécules qui contiennent 8 carbone. On a donc 16 molécules de dioxyde de carbone. Maintenant, puisqu'on a deux molécules ici qui contiennent 18 hydrogènes, ici cet hydrogène doit être inclus dans 18 molécules d'eau. Ça nous donne donc de l'oxygène, donc 9 plus 16 qui nous donne 25 molécules d'oxygène. Donc, lorsqu'on regarde cette idée qu'il y a de la pollution, nous avons ici une essence qui a un poids, une masse, qui va prendre l'oxygène de l'atmosphère et ceci va être inclus ici dans le dioxyde de carbone. Et n'oubliez pas que ce n'est pas l'hydrogène qui est le plus pesant des éléments, mais le carbone et l'oxygène. C'est pour ça qu'on a des tonnes et des tonnes de dioxyde de carbone produits lorsqu'on a la combustion. Maintenant, il faut ajouter quelque chose ici, parce que dans l'atmosphère, il n'y a pas seulement l'azote, il n'y a pas seulement l'oxygène, excusez, il y a aussi l'azote gazeux, il y a aussi des poussières, il y a toutes sortes de choses qui est inclus. Il y a même un peu de dioxyde de carbone. Ça veut dire que lorsqu'il y a la combustion, il y a de l'énergie qui est produite, donc il arrive qu'il y a de l'oxygène et de l'azote qui se retrouvent ensemble. Ça veut dire qu'on se retrouve avec la production de monoxyde d'azote ainsi que de dioxyde d'azote. Et il arrive quelquefois que nous avons un peu de soufre dans l'essence, donc on essaie bien sûr lors de la purification de ces combustibles fossiles d'enlever le soufre, mais il y a toujours des particules qui existent, et ce soufre et l'oxygène, on se retrouve avec les dioxydes de soufre qui sont créés comme ceci. Voilà, qui ne sont pas toujours bien. Maintenant, le monoxyde d'azote ici, en contact avec l'oxygène, va produire le dioxyde d'azote. Nous avons ici le dioxyde de soufre qui, avec l'oxygène, va aussi produire ici du trioxyde de soufre. Donc, le fait qu'on fait conduire une voiture avec des gaz ou de l'essence, on produit des gaz qui sont souvent nocifs. Par exemple, le dioxyde d'azote, c'est un gaz qui a
une couleur qui est brune. Et c'est pour ça, lorsqu'il y a beaucoup d'ozone, par exemple, dans une ville où ça ne va pas très bien, on a l'ozone qui c'est une couche de gaz brun au-dessus de la ville. Ça vient de ce dioxyde d'azote ici. Bien sûr, il y a dans les voitures ce qu'on appelle ça un catalyseur. Un catalyseur permet de prendre certains de ces gaz et de les transformer. Alors ces gaz-ci, les retransformer en oxygène et azote. Ça, c'est important. Ça permet de créer moins de pollution. Très bien. Alors, pourquoi je voulais mentionner ceci? Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, est-ce que c'est un type de réaction de synthèse ou de décomposition ou de déplacement simple et déplacement double? C'est un peu une réaction qui est seule par eux-mêmes parce qu'il y a deux ici et on se retrouve avec la production de dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, il y a le type de réaction spécifique pour eux qu'on appelle la combustion. Et bien sûr, chose qui est intéressante, c'est que ces gaz, lorsqu'ils vont dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on se retrouve? Si nous avons de l'eau et du dioxyde de carbone comme cela, on se retrouve comme ceci, avec, alors ça ici, voilà. Alors ici, si on en a beaucoup, ça devient aqueux. De l'eau et du dioxyde de carbone nous donnent de l'acide carbonique. Un peu de la même façon, lorsqu'on a des boissons gazeuses ou des boissons gazéifiées, on a de l'eau et du dioxyde de carbone et ça nous donne, alors ces boissons ont tendance à être un peu plus acides, ça vient de l'acide carbonique. Si nous avons par exemple de l'eau et du dioxyde d'azote, ça va nous donner H2NO3. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est de l'acide nitrique qui se retrouve dans l'atmosphère. Et si on a ici du trioxyde de soufre avec de l'eau, est-ce qu'on peut toujours voir ça? Oui. On a SO3. On obtient ici H2SO4. Et ça, c'est de l'acide sulfurique. Donc, ces gaz qui sont produits par la combustion, et puisqu'il y a de l'eau dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on se retrouve? C'est qu'on se retrouve avec des acides dans l'atmosphère. De l'acide carbonique, nitrique et sulfurique. Donc, ce n'est pas en très, très grande concentration, mais avec le temps, avec les années, avec les décennies, avec les siècles, on se retrouve avec de l'érosion chimique qui peut arriver. Donc, on peut savoir, par exemple, vous avez peut-être déjà vu un endroit où on a voyons voir, on a des nouveaux trottoirs, par exemple, en ciment, et puis ils sont très unis, ils sont fantastiques. Par contre, 5 ans après, on peut remarquer que c'est beaucoup plus rugueux. C'est parce que c'est les pluies avec une concentration faible d'acide a changé cela. De la même façon que si vous visitez certains cimetières où ils ont des pierres sur ceux-ci qui sont faits de calcaire, par exemple, ces calcaires ont tendance à vouloir neutraliser les acides et les bases. Donc, non, ont tendance à neutraliser les acides. Donc, on se retrouve avec ces pierres qui sont usées par ces pluies acides. Donc, nous avons bien sûr le coupable qui sont les combustibles fossiles. Et bien sûr, avec l'électrification de nos sociétés maintenant, c'est quelque chose qu'on parle souvent, beaucoup. Donc ça, c'est une réaction que je voulais parler maintenant. Chose intéressante avec la galvanisation, et je vais vous montrer un exemple ici. J'ai trouvé ça dans une vente de garage et je me dis que peut-être un jour j'en ferai un laboratoire. On peut voir ici un petit clou. C'est un clou ici qui est très brillant. Et ce clou, c'est un clou de fer sur lequel on a ajouté une petite couche de zinc par-dessus. Donc, si nous avons du fer en contact avec l'oxygène, ça fait un oxyde de fer qui est de la rouille. Cette rouille va finir par désintégrer le métal, qui est le fer. Par contre, si on a le zinc qui est en contact avec l'oxygène, celui-ci fait un oxyde de zinc et l'oxyde de zinc est très, très résistant.
Donc, on se retrouve ici avec, par exemple, ces petits clous couverts de zinc qui sont résistants à la rouille. Vous allez dire, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire quelque chose comme ceci? C'est que ça donne la chance de pouvoir protéger les matériaux pour qu'ils aient une plus grande durée ou qu'il y ait moins d'interaction avec leur environnement. Donc, je suis allé faire un tour voir une aciérie il y a une semaine à peu près. Et dans l'aciérie, on produit bien sûr du fer à partir du minerai. Et une chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent ces couches de fer qui sont peut-être, je ne sais pas, 1 cm d'épais et par compression vont en faire de fines plaques. Et ces plaques, ils les recouvrent de zinc. Et la raison pour cela, c'est que, par exemple, si nous avons des boîtes de conserve, par exemple, où on a des matériaux de construction, si on utilise le fer pour des boîtes de conserve, la conséquence, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur peut réagir avec le contenant et ça, c'est pas bon pour nous. Donc, ils vont en recouvrir de zinc. Si on a des matériaux de construction qui recouvrent l'extérieur de bâtiments, par exemple, si on ajoute du zinc, ça permet de pouvoir minimiser la quantité de rouille ou la bloquer complètement. Chose que l'on peut faire qui coûte très peu de sous. Par contre, à long terme, ça sauve beaucoup plus. Donc ça, c'est à considérer. Et si je me rappelle bien, lorsque je faisais de la peinture aussi pour des peintures industrielles, lorsqu'il y avait des appareils qui étaient chauds, souvent on utilisait de la peinture qui était faite avec qui contenait de l'oxyde de zinc pour minimiser la rouille. Parce que n'oubliez pas que si on est à l'extérieur et qu'il y a un liquide chaud qui passe dans un tuyau, le fait qu'il y a une interaction avec l'eau à l'extérieur, il y a de la rouille qui se passe. La rouille étant une façon qui désintègre une infrastructure, on veut s'assurer de la protéger le plus possible. Et ça, c'est l'autre point que je voulais mentionner aujourd'hui, qui s'appelle la galvanisation. Alors sur ce, c'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui. Si vous regardez l'émission en rediffusion, n'oubliez pas de mettre vos commentaires dans la section commentaires. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions dans les émissions suivantes. Et je vous souhaite une excellente semaine. Alors sur ce, bonne journée à tous. Au revoir.